Voilà, donc je vais développer ces 3 thèmes, qui tournent autour de l'éducation de l'enfant. Tout d'abord, bien sûr, j'entame la discussion avec, la définition de l'éducation des enfants, qui est vouloir le bien de l'enfant, c'est-à-dire tirer le meilleur de lui-même, aussi bien dans l'ordre naturel que surnaturel. C'est d'ailleurs la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à un enfant, c'est faire monter l'enfant vers ce qu'il y a de plus beau dans sa réalisation naturelle et de plus parfait dans sa réalisation surnaturelle. En fait, c'est une offrande. On offre son enfant à Dieu. Et si vous voulez, en réfléchissant à cette relation entre le parent et l'enfant, en réfléchissant à cette offrande que l'on fait à Dieu, il m'est apparu que la plus belle projection, en quelque sorte, c'était la relation qu'il y avait entre Dieu et l'être humain, c'est-à-dire que c'était la messe. En fait, nous offrons notre enfant à Dieu comme Dieu s'offre dans la messe. Jésus s'offre dans la messe à Dieu son Père. Et ça m'a amené à une réflexion sur les 4 fins de la messe que vous connaissiez. Vous connaissez, c'est l'acte d'adoration, d'action de grâce, de propitiation et de demande. Et ça m'a amené à faire les liens avec des vertus naturelles, des vertus théologales et morales, et les exigences de l'éducation. Je voulais, l'acte d'adoration, ça correspond au respect et à l'obéissance que l'enfant doit avoir pour ses parents. Cela nous rapproche de la vertu de foi, qui est un acte de soumission, et aussi de la vertu de charité, bien sûr. Et cela met plus particulièrement en œuvre la vertu cardinale de prudence. Et donc, c'est dans ce sens-là que je développerai le respect et l'obéissance. Ensuite, il y a l'acte d'action de grâce qui correspond à la reconnaissance et donc à l'humilité de l'enfant, à sa sujétion, qui dépend bien sûr plus particulièrement, pas seulement, mais plus particulièrement de la vertu de charité, et que l'on développe aussi davantage par la vertu cardinale de tempérance, sur laquelle je développerai. Ensuite, l'acte de propitiation, qui fait appel à la justice, c'est-à-dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et donc se faire pardonner les péchés, nos péchés vis-à-vis de notre Créateur et de notre Rédempteur. Et donc ça met en œuvre plus particulièrement, je le développerai sous l'angle de l'espérance, et bien sûr, c'est la vertu de justice à laquelle on fait référence, puisque c'est l'exercice de l'autorité. Et ensuite, vous avez l'acte de demande des rachetés envers le Rédempteur. Et là, c'est que demande l'enfant? Quel est le besoin principal de l'enfant? C'est l'amour, avec toutes ses exigences. Voilà, et donc c'est la vertu de charité, et qui s'appuie davantage sur la vertu cardinale de force. Donc je vais développer tout d'abord le respect et l'obéissance. Donc, vous connaissez les 3 critères de l'obéissance. Je crois qu'ils vous ont été rappelés récemment d'ailleurs. On les retrouve dans les lettres à saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 22 à 24, et aux Éphésiens, chapitre 6, verset 5. L'obéissance dès le petit âge doit être exécutée dans la crainte et la simplicité de cœur, c'est-à-dire non pour plaire aux hommes, par une crainte servile, mais pour plaire à Dieu, qui est beaucoup plus honorable. Elle doit être exécutée de bon cœur, c'est-à-dire elle doit être généreuse et joyeuse, donc c'est ce que l'on doit attendre des enfants et demander des enfants. L'Écriture nous dit d'ailleurs que l'obéissance en gémissant ne rapporte pas de mérite. Et elle doit être générale, c'est-à-dire qu'on obéit par amour, car on reconnaît la dignité de celui de l'autorité. Pour vous donner un exemple immédiatement, prenez la situation d'un père qui demande par exemple à ses enfants de fermer les volets. Eh bien, il est bon, il est remarquable que la mère de famille suggère que l'acte soit renouvelé tous les jours. Elle l'incite, elle ne va pas donner un ordre de la même manière, mais elle va suggérer que cet ordre soit exécuté de manière générale. Et ainsi, l'enfant peut rentrer dans cet esprit d'amour, vous voyez, dans l'exécution. Cela prend une tournure tout à fait différente quand l'enfant doit exécuter l'ordre. L'obéissance, je vais vous paraître exigeante, mais l'obéissance doit être acquise. Le principe de l'obéissance doit être acquis
à l'âge de 5 ans à peu près. L'enfant doit savoir qu'il doit obéir à ses parents. C'est-à-dire que le non est refusé. Voilà. Elle est consolidée fortement jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'elle est fortement contestée, bien sûr, et elle est maintenue jusqu'à l'âge de 18 à 20 ans. Elle développe la vertu de prudence parce qu'elle permet le discernement chez l'enfant. En réalité, on demande à un enfant d'obéir bien, du mieux possible, cela lui apprend à devenir un chef, cela lui apprend à commander. Et c'est pour ça que ça met en œuvre la vertu de prudence. L'enfant distingue le bien du mal, mais mieux que ça, il distingue le bien du mieux. Et j'y reviendrai, mais cela fait la différence dans les éducations entre l'homme de bien, que l'on trouve chez les non-croyants, l'homme d'honneur, que l'on peut trouver encore chez les non-croyants et que l'on trouve normalement chez les catholiques, et l'homme de conscience, que l'on ne trouve que chez les catholiques, qui est un degré supplémentaire de l'homme d'honneur. Celui qui est prudent, c'est organisé, hiérarchisé. Et la contribution de la mère à ce niveau-là est très importante. Parce que si l'emploi du temps, l'organisation de la vie n'est pas bien organisée, le cadre n'est pas bien fixé, tout se fera dans un constant désordre. Il sera très difficile de poser règle sur règle, parce que l'éducation, c'est un empilement, en fait, de principes et de règles. Donc, la première chose importante, je vais vous surprendre, mais je l'ai déjà dit, c'est le sommeil. On ne peut rien faire tant que l'enfant n'a pas son quota de sommeil. Et pour cela, il est impératif. Inutile de commencer par autre chose. On commence par le sommeil. Il est impératif que les parents fixent un horaire et qu'ils s'y tiennent. Il faut coucher les enfants à des heures très régulières, de manière à ce qu'ils aient tout leur cycle de sommeil profond, parce qu'avec la fatigue, on ne peut rien obtenir. On s'épuise. On va beaucoup s'épuiser pour très peu de résultats. Or, tout l'intérêt de l'éducation, c'est de donner peu et que ce soit très rentable. On peut trouver des références dans les éditions du CHU Sainte-Justine, qui est à l'Université du Québec, où vous pouvez trouver des tableaux qui, selon les âges, indiquent les heures de sommeil importantes pour l'enfant, les cycles de sommeil. Et il y a aussi une chose très importante dans ces tableaux, ce sont les activités cognitives de l'enfant âge par âge. Donc ça donne des indications pour donner une idée à quel âge l'enfant doit savoir lasser ses chaussures. Vous voyez, ça donne des petits repères comme ça aux parents. Voilà. L'Université du Québec a beaucoup développé donc l'analyse du sommeil et a montré tous les dégâts du manque de sommeil sur les neurones, sur les connexions, sur les émotions, sur la mémoire et même sur l'intelligence de l'enfant. On sait que les heures avant minuit, le sommeil profond a un pourcentage de récupération plus important. Donc c'est quelque chose auquel les parents doivent accorder beaucoup d'importance. Il faut favoriser l'emploi du temps le plus fixe possible. Il faut beaucoup d'ordre dans le temps, parce que la vertu vient de l'habitus. Et je développerai un petit peu, mais j'accorde beaucoup d'importance, surtout dans les premiers âges, à des rituels. Et entre autres le rituel du coucher, qui va comprendre la propreté, le rangement, la prière. Et ça insère au milieu très souvent le dîner, mais on y reviendra. Ces 3 choses sont très importantes, c'est le rituel quotidien, et sur ce rituel rentre énormément de notions par ce rituel. Ça, c'est l'emploi du temps quotidien, c'est l'ordre fixe quotidien. Mais il y a aussi l'organisation de la vie dans le temps long. Je vais faire quelques flashs, quelques remarques sur ce point-là. On offre de plus en plus actuellement aux enfants une vie avec beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, beaucoup de découvertes. On leur donne l'impression que la vie est une quête de dérivatifs, de paradis artificiels. C'est un petit travers des parents, très souvent, qui, fatigués par la vie quotidienne, il n'y a pas de jugement de ce côté-là, hein, fatigués par la vie quotidienne, vont chercher des dérivatifs pour se ressourcer, pour chercher des compensations. C'est peut-être des choses bonnes, hein, les courses, le cinéma, le shopping, enfin le cinéma, c'est difficile. Mais voilà, le sport à outrance, des choses comme ça, vous voyez.
les choses il faut bien serrer les choses. Il y a les temps scolaires où la priorité doit être donnée au travail et à un équilibre de vie le plus calme possible, le plus régulier possible. Et puis il y a les vacances où là, on organise des voyages, des vacances, des voyages, pardon, des visites, des marches, du sport, voilà. Si Quand je dis ça, si vous avez l'impression qu'il faudrait changer énormément de choses, il y a peut-être un ouvrage qui peut vous aider, c'est le manuel de survie d'une mère de famille, qui a été écrit par une Américaine, qui ne donne pas de grands principes, mais qui aide à donner un grand nombre de petites idées à mettre en place. Voilà, lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Le deuxième point dans l'organisation de la vie, c'est apprendre à l'enfant à être bien chez lui, à être heureux chez lui. Et pour ça, bien sûr, il faut que les parents donnent l'exemple. Heu, il faut qu'il trouve sa joie dans la simplicité du quotidien. Heu et donc si, la mère de famille s'évade trop ou le père de famille s'évade trop, même dans de bonnes choses, au détriment des soins de la maison, des enfants, de la famille, les enfants le sentent, même si ça se passe pendant l'heure scolaire. Les enfants perçoivent que les parents ont une absence de pensée, une absence d'activité, de préparation de leur retour. Ils ne seront pas à leur travail, en tout cas beaucoup plus difficilement. Donc si vous voulez, c'est actuellement, il y a une forte pression sur la femme pour qu'elle devienne beaucoup plus extérieure. C'est venu avec, la libération de la femme, le travail de la femme et maintenant même pour les femmes qui ne travaillent pas, il y a une volonté très souvent de la femme je le vois dans les trentenaires, les jeunes quarantenaires, c'est une volonté de la femme d'organiser beaucoup de choses à l'extérieur de la vie de famille. Il faut qu'elle arrive à trouver sa joie dans la vie de famille. Il faut qu'elle trouve parfois des compensations, qu'elle s'organise des petits moments pour elle, etc. Dans le cadre plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'activité extérieure, mais on ne les multiplie pas. Ça reste dans un cadre restreint. Et donc pour les enfants, pas trop d'activités périscolaires pendant la vie scolaire, pendant la période scolaire. Il faut choisir un sport et le conserver. Ce sont quelques idées, rien d'impératif. Par exemple, de 7 à 12 ans, prévoir un premier sport qui va favoriser la latéralisation, la coordination des mouvements, la place dans le groupe et le fait de partager sa place. Et puis, à partir de 12 ans, prévoir un sport où les règles sont plus contraignantes, de manière à lui apprendre le respect des règles dans toute situation et l'aider à contrôler ses pulsions. Je dirais même surtout pour les garçons, des sports où on se défoule, voyez? C'est aussi, il faut choisir aussi des sports qui permettent de lutter contre l'égoïsme, parce que l'adolescence, c'est une période où il y a un petit peu plus, de retour sur soi-même. Donc des sports de groupe, même si ce ne sont pas des sports collectifs, si on fait juste par exemple du cyclisme, avec d'autres. Voilà, pour ne pas être uniquement à son rythme, mais aussi au rythme des autres. Et à partir de 16 ans, pas trop tôt, des sports de combat. Je pense que maintenant, ça n'était pas à l'ordre du jour, il y a encore une dizaine d'années. Je pense que maintenant, il faut donner principalement aux garçons, mais ça peut s'envisager pour les filles, pour certaines filles, une certaine assurance physique d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent imposer même leurs idées par leur être simplement. L'équilibre de leur être que peut donner un sport de combat, tout simplement. Pour terminer, parce que tout cela, c'était lié au respect, l'organisation de la vie qui était liée au respect de soi et au respect de l'autorité. Le respect ne se demande pas, il se mérite. On ne dit pas « tu me dois le respect », comme on entend de temps en temps, parce que vous ne dites pas à vos enfants « tu dois manger tous les jours, tu dois dormir toutes les nuits ». C'est évident. Par contre, on donne à l'enfant les codes pour obtenir le respect. C'est-à-dire la façon de s'adresser à l'adulte, la façon de lui demander quelque chose selon les âges, selon les situations. C'est un abbé, par exemple, si c'est une personne plus âgée, les mots d'usage, le registre de langage, la façon dont on tient son corps pendant qu'on s'exprime, la façon dont on tient son regard pendant qu'on s'exprime à l'adulte. Ne pas avoir un regard fuyant, ne pas tourner le dos à la personne avant qu'elle ne vous ait dit au revoir ou qu'elle n'ait clôturé la conversation.
Voilà, c'est vous voyez, juste quelques points que je voulais développer sur le respect. Pour ce qui concerne l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance que doit avoir un enfant vis-à-vis de ses parents pour l'immense don qu'il lui fait, qui est non seulement la vie, mais tellement plus que la vie. Hem, cette partie-là s'appuie sur la vertu, en partie la vertu de justice et va développer la tempérance. Dans le temps court, il faut obtenir de l'enfant les 1000 merci de toutes les circonstances. Voilà. Sous les différentes formes, parce qu'un véritable merci ne s'exprime pas par juste un petit mot qui ne coûte pas cher et qu'on peut jeter à l'adulte, vous voyez? Il y a plusieurs façons de dire merci. Hem Et par des attitudes, par des sourires, par des regards, même simplement, on n'a pas toujours besoin des mots. Il faut apprendre à cet enfant tous les langages du merci. Et dans le temps long, lui apprendre à faire des lettres, à écrire des lettres à ses grands-parents, à ses parents pour Noël, à ses parrains-marraines, à ses bienfaiteurs, à ses maîtresses, à ses enseignants, au directeur de l'école, directrice. Hem, il y a un certain ton à donner sur certains sujets. On ne doit pas exposer à l'enfant tout ce qu'on fait pour lui au point de le rendre coupable. Vous voyez? Il y a des parents qui disent, «Ta scolarité me coûte très cher, alors il faut que tu travailles bien parce que tu me pèses», en quelque sorte. Voilà, il faut faire attention à ce genre de langage. Il y a une prudence à avoir, dans ces sujets-là. Mais il faut que l'enfant sente qu'il est redevable à ses parents, sans que ça le culpabilise. Pour ce qui est, enfin, 3e sujet, l'acte de propitiation, c'est-à-dire, l'exercice en tant que tel de la justice. C'est une vertu indispensable à l'accomplissement du bien commun et elle apporte l'harmonie dans la famille, dans le groupe et même plus largement dans la société. C'est en quelque sorte, c'est la reconnaissance des mérites inégaux, selon chacun. Elle a 2 attributs, et donc j'aborderai le sujet par les 2 attributs de la justice, la balance et le glaive. La balance, c'est la façon dont on va sanctionner les enfants selon la gravité réelle des actes qu'ils portent. C'est-à-dire qu'on va les encourager à leur juste mesure, mais ne pas les flatter, et on va les sanctionner par différents degrés, hein, qui peuvent aller de la remontrance à une sanction plus raide, on va dire, ce qu'on peut dire actuellement. Heu pour être dans les nuances, un exemple, d'un enfant qui ne veut pas prêter ses jouets à son petit frère. Il peut y avoir 2 raisons. Soit vous avez un enfant qui a une tendance égoïste ou qui s'accapare les biens des autres et cetera. Soit vous avez un enfant qui est soigneux et qui veut pas, laisser son jouet à un petit frère, à une petite sœur, qui sera beaucoup moins scrupuleux. On ne peut pas sanctionner de la même manière. Il faut interpréter le geste de l'enfant qui va se manifester de la même manière, par des refus peut-être violents même, colériques, vous voyez? Hem Et un 2e exemple, il faut faire aussi très attention que ce ne soit pas toujours les grands qui doivent céder aux petits. Parce que c'est une tendance un peu naturelle d'exiger beaucoup des grands, moins des petits. Mais il faut apprendre tout de suite aux petits que tout ne leur est pas dû. Et par ailleurs, il faut faire attention toujours à l'enfant du milieu, à qui on demande moins, on exige moins, qu'on oublie un peu dans l'exigence et dans l'affection. Donc il faut penser ces sanctions pour les graduer. Je ne peux pas développer dans un petit temps comme ça, mais parce elles vont indiquer, dans la pensée de l'enfant, et j'y reviendrai, les non-dits dans l'éducation portent davantage et plus profondément que les paroles. Et donc parce qu'elles vont indiquer donc la hiérarchie des valeurs. Et l'enfant va sentir ce qui est grave et ce qui est moins grave en fonction de la sanction qu'il va recevoir et de la façon dont on va lui parler. Je voudrais faire un développement particulier sur quelque chose à laquelle, les familles sont confrontées forcément parce que c'est dans l'air du temps, c'est la pollution de maintenant. C'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante. Je peux vous porter mon sac, s'il vous plaît. On l'appelle aussi l'éducation positive, qui sous-entend merci beaucoup, qui sous-entend, qu'avant il y avait que des éducations négatives ou que des éducations malveillantes. Parce qu'il y avait un père, autoritariste
castrateur et une mère qui était sans ses droits de vote et de parler et ses droits juridiques et qui devait faire la sainte volonté de son mari. Et donc on est arrivé par des caricatures à des principes inverses qui, à mon avis, détruisent encore davantage l'enfant. Donc je vais faire un petit développement sur ce sujet-là. L'éducation bienveillante à la française a été développée par principalement 2 femmes, Isabelle Fillosa et Catherine Guéguen. Alors j'ai davantage étudié Catherine Guéguen. Isabelle Fillosa, c'est une psychothérapeute qui avait un parent psychanalyste et l'autre psychothérapeute et qui était bouddhiste. Et Catherine Guéguen est pédiatre, psychologue et elle a pratiqué l'aptonomie, qui est la science des relations affectives, principalement par le toucher. C'est un diplôme non reconnu, c'est une chaire inexistante, c'est une discipline inconnue. Ces 2 femmes, principalement, ont utilisé et détourné les découvertes des neurosciences, qui se sont développées à partir des années 60, principalement aux États-Unis, au Canada. Et elles ont détourné ces découvertes pour proposer une éducation par l'empathie cognitive et affective, sans aucune contrainte ni frustration pour l'enfant, de manière à l'éduquer positivement, être un parent positif pour avoir un enfant positif. Le parent aide l'enfant à exprimer son refus, sa colère, en mettant des mots sur son émotion, et le parent doit partager ce refus et cette colère, en disant: «Je comprends ta colère parce que tu es contrarié, tu as l'habitude de faire ça et je t'impose ça, c'est très difficile de le supporter et je partage ta colère. D'ailleurs, si le travail te convient pas, donne un grand coup sur la table, ça va te faire du bien, tu vas exprimer ta colère, que je comprends très bien». Voilà, entre guillemets. Les neurosciences donc qui ont été développées si vous voulez faire des recherches, à l'université de Los Angeles, département psychologique de l'université Saint-Louis de Missouri et département des sciences de l'éducation de l'université de Montréal, ont permis de découvrir que le cortex préfrontal du cerveau de l'enfant est immature pendant un certain temps et qu'avec le temps, il développe certaines connexions, des connexions par exemple sur l'écriture, la lecture, la mémoire, le raisonnement, et fait disparaître petit à petit d'autres connexions, comme par exemple les peurs irraisonnées. Et que la maturité du cerveau est la plupart du temps atteinte autour des 30 ans. Le but de ces analyses était de faire comprendre le fonctionnement du cerveau dans les phases d'apprentissage, principalement pour la lecture et pour l'écriture, et non pas pour l'éducation de l'enfant. Isabelle Fillosa et Catherine Guéguen expliquent que le stimuli qu'on entend qu'on détecte dans le cerveau de l'enfant est en réalité une agression. Elles interprètent ce stimuli comme étant une agression. Donc tout propos que vous tenez à l'enfant agresse l'enfant. Et vous devez vous excuser, légitimer votre agression. Donc il faut éviter toute frustration, tout refus, toute contrainte pour que l'enfant soit positif. Donc je vais, si je peux, vous donner quelques exemples qui ont été développés par Didier Pleu, qui a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, L'éducation bienveillante, ça suffit, qui n'est pas catholique, et donc à qui il manque, si vous voulez, vraiment tout un supplément d'âme. Il a su détecter ce qui n'allait pas dans l'éducation bienveillante, mais il ne peut pas proposer ce qu'il y a de bien à faire pour l'enfant. Donc il y a tout un manque dans ces développements. Page 56 donc de l'ouvrage. Voilà les explications que donne Isabelle Fillosa, qui affirme qu'à l'adolescence, le cerveau génère encore plus de dopamine. Et donc, l'ado n'est pas responsable quand il expérimente toutes sortes de conduites à risque. Ses choix relèveraient de sa constitution biologique et non de sa responsabilité. Citation: « Ta propension au plaisir est inéluctable, je n'y peux rien. » On va continuer.
Si notre ado refuse de s'habiller chaudement le matin d'hiver, laissons-le sortir en t-shirt. Il suffit de lui faire un gros câlin pour maintenir le lien. Quand un enfant ne cesse de nous harceler pour obtenir telle ou telle chose, c'est parce qu'il sécrète trop de cortisol, l'hormone du stress. Donc il faut faire baisser ce stress et donc lui accorder ce qu'il demande. Si l'ado vous interdit sa chambre et claque les portes, c'est un travail d'individualisation, pas du tout de mépris, d'insolence ou de toute puissance. Il faut maintenir le lien avec de l'empathie, beaucoup d'amour, et ce sera donc la nouvelle recette. Ce qu'elle propose d'habitude, là, c'est ce qu'elle appelle le time out. C'est-à-dire que quand l'enfant vous insulte, même en public, vous répondez: écoutez, je souhaite que nous en parlions plus tard ce soir, toi et moi, tranquillement. Quand il vous insulte, c'est là aussi neuronal et hormonal. On comprend qu'une fois, seule l'empathie peut vous sauver. Quand votre enfant n'arrive pas à se concentrer devant une tâche scolaire, c'est à cause de l'immaturité de son cerveau préfrontal. La solution pour l'aider à se concentrer, un bruit de fond, sa musique préférée, une télé, une radio allumée. Si vous vous heurtez au désordre de la chambre de votre ado, sachez qu'il existe une corrélation entre désordre et QI élevé. Bref, renoncez à vos obsessions d'hygiène et de rangement parce que ça les rend plus intelligents. Si l'ado désobéit, c'est le facteur du développement de son libre arbitre. C'est donc bénéfique. La responsabilité est une compétence du cerveau préfrontal, lequel est inhibé par l'obéissance. Notre ado mâle refuse toute contrainte et toute autorité, c'est qu'il doit affirmer sa virilité. Il devient un héros. Et si notre ado, enfin, s'éloigne de nos convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres, c'est justement notre réussite. C'est du pur Dolto, qui est une grande âme qui affirmait qu'une éducation réussie est une éducation ratée. Mais je vais y revenir. Voilà, je pourrais en développer plus d'autres. Merci beaucoup. S'il est violent, c'est pour restaurer son estime de soi. Il n'est donc pas très intelligent de sanctionner les passages à l'acte, mais au contraire, il est bon de les comprendre. En réalité, ces deux psychothérapeutes se réfèrent à Jean-Jacques Rousseau, qui considère que l'enfant naît bon et que c'est la société qui le corrompt, lui qui a mis ses enfants à l'assistance publique, ce qui n'arrivait pas. Et elle se réfère à Freud, pour qui les enfants sont victimes de la parentalité et qui disait: parents, quoi que vous fassiez, vous le ferez mal. Et à Françoise Dolto, dont je vais vous donner plusieurs citations: un enfant, aidez-le à être égoïste. Il vaut mieux que la violence s'exprime physiquement, sinon elle sera somatique. Et du coup, l'enfant sera inintelligent. L'arriération d'un enfant, c'est une agressivité qui n'a pas su s'exprimer. Donc les parents, je la cite, hein, les parents ont toujours tort, les parents n'ont que des devoirs et les enfants que des droits jusqu'à leur majorité. L'attitude maternelle pour les enfants, alors on passe à un autre registre, est d'essence incestueuse. Mais l'inceste paternel, ça ne fait pas tellement de dégâts. Ça rend juste les jeunes filles un peu plus bébêtes. Ce sont les parents qui sont la source unique des psychoses. Voilà, ça c'est Françoise Dolto qui a inspiré Isabelle Fioza et Catherine Guéguen. Et donc l'éducation bienveillante. Hélas, les familles de la tradition sont contaminées par ces influences. On ne peut pas y être totalement opaque. Et en conclusion, par rapport à ce thème, je vais vous donner tout simplement des petits critères assez pratiques pour obtenir ce respect, cette reconnaissance, cette expression, enfin cette façon d'exprimer votre autorité. Je pense qu'il y a 3 bases qui correspondent aux premiers âges. Il faut d'abord obtenir une tenue impeccable à la prière. Parce que la prière, c'est le rapport à Dieu. Donc vous-même, parents, vous devez avoir une tenue impeccable à la prière. Vous devez soigner votre oratoire comme si c'était un autel d'église. Et cette tenue à la prière, elle doit être obtenue à l'âge de 5 ans.
elle est consolidée après. Mais l'enfant doit comprendre à 5 ans que devant l'oratoire, on se tient du mieux possible. On peut pas obtenir la même chose exactement d'un enfant de 5 ans et d'un enfant de 10 ans, mais du mieux possible qu'il doit faire. Et c'est possible. Et c'est possible. Deuxièmement, le rituel du coucher, qui doit être obtenu à l'âge de 8-9 ans. Plus ce rituel sera bien ordonné, bien précis, plus vous aurez de facilité à le mettre en place et à le réguler chez l'enfant. Enfin, la tenue à table, que j'ai moins développée jusqu'à présent, qui doit être obtenue entre l'âge de 10 et 12 ans. Le repas est une leçon de vie. Nous sommes très influencés, en tout cas je dirais la génération un petit peu avant nous, avant vous, parents, est très influencée par les modes de vie américaines. Où le repas, c'était un self-service. S'il n'y avait pas véritablement d'échange, chacun prenait sa gamelle, éventuellement dans le frigo ou sur la table, se servait, on se croisait au repas, chacun arrivait, repartait, on regardait la télévision pendant ce temps-là, et il n'y avait pas de code. En France, il y a des codes, et ces codes, ils ont un sens. Ça paraît subtil et anodin, et pourtant ils ont un sens qui se répercute dans toute l'éducation et la vie. Il faut apprendre d'abord à la prière à se tenir sur ses 2 jambes droites, pas flageolant, sur ses 2 jambes droites, parce qu'on est devant Dieu et qu'on est un être humain, on n'est pas un animal. On s'assoit sans bruit, parce que c'est une des applications de la vertu de tempérance. On déplie sa serviette, on attend que les parents parlent pour parler. Le premier plat, éventuellement, quand les enfants sont très excités, le premier plat peut être servi en silence. Quand les enfants sont très énervés, on peut aussi proposer éventuellement de mettre une cassette sur l'histoire, de la musique. Et puis, au bout d'un moment, il faut échanger, parce que le repas est quand même un moment de convivialité qui doit être joyeux. Alors c'est difficile au début, parce qu'on pose très souvent les règles, on rappelle très souvent les règles, c'est un côté très lassant, parce que très répétitif. Mais entre chaque règle, essayez de revenir à la joie d'être ensemble. Et il faut profiter de ce moment de convivialité pour préparer dans votre tête, l'un ou l'autre, les échanges pendant le repas. Parce que ces échanges, ils vont être beaucoup plus bénéfiques que ce que vous direz au moment où vous grondez l'enfant. Quand vous grondez l'enfant, vous lui expliquez qu'il faut ne pas être paresseux, par exemple, etc. Lorsque vous parlez en souriant d'un exemple d'un enfant paresseux ou juste d'un exemple qui est un petit peu parallèle, ça porte bien davantage. Vous expliquez ce qu'est la paresse, ses conséquences, vous faites rire sur la paresse, et ça va avoir beaucoup plus d'impact sur l'enfant. Et je trouve que le repas est un bon moment pour le faire. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Je suis peut-être un petit peu vieille France, mais l'argent est un sujet qu'on n'aborde pas à table, parce que, de même que les mœurs, en tout cas dans le détail, parce que ce sont des sujets qu'il vaut mieux aborder face à face. Voilà, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dispositions, tout le monde n'a pas le même âge, tout le monde n'a pas la même, alors quand c'est plus large, la même éducation, et c'est une prudence. Je ne dis pas de ne pas en parler, mais il vaut mieux ne pas en parler à tous les âges en même temps, de la même manière. Et puis on apprend à l'enfant à contrôler son corps, ses envies. On lui apprend le retrait de sa chaise, ne pas s'appuyer sur son dossier, se tenir droit, les mains sur la table, pas les coudes, de même que sur le prie-dieu, juste les mains. On n'appuie pas tout son corps sur la table, on tient son corps, on se tient. Comme toute sa vie, on tiendra son corps, sa langue, sa pensée, on se dominera. On ferme sa bouche quand on mange. On attend pour commencer que tout le monde soit servi, que la mère de famille ait commencé. C'est la tempérance. On se jette pas comme un animal sur sa nourriture, comme un petit chat sur son lait, comme on dit. On ne fait pas de choix dans les plats. La mère de famille sert à tout le monde le même plat, même si on n'aime pas. On mange de tout, un peu moins si c'est un petit peu plus difficile pour certains. Voilà, on va moins servir certains. Et si l'enfant refuse de manger,
à midi, eh bien, on le lui resserre au dîner. Il a un repas différent des autres, on le lui resserre au dîner. Et s'il il est dans la confrontation, eh bien, on va pas le servir au petit déjeuner, mais au déjeuner du lendemain, on le resserre et on prévient l'enfant qu'au goûter, il aura la même chose mais froid. Et là, on a gagné. Il y a plus besoin de recommencer, l'enfant aime tout. Pour tous les enfants, c'est la même chose. Il y a une confrontation un peu forte sur la nourriture et toutes les barrières tombent. Cette confrontation, le parent doit la gagner. C'est quoi le but de gagner cette confrontation? C'est que l'enfant puisse manger de tout, qu'il domine. Non, je suis pas d'accord que ça marche sur tous les enfants. Ouais. Ça n'a jamais marché sur moi. J'ai un souvenir d'une... Alors, on fera ce développement très volontiers après la conférence, si vous voulez, très volontiers. Il nous reste, en 4e, l'acte de demande. L'enfant demande à être aimé. Il n'est pas aimé simplement pour lui, comme pour ce qu'il est. Il est aimé pour son bien, pour un bien supérieur, qui est l'être qu'il peut atteindre en se rapprochant de Dieu. L'autorité, donc, est probablement la plus grande marque d'amour. Au petit âge, on demande l'obéissance. À l'adolescent, on demande la persévérance dans l'effort. Et au jeune adulte, on va lui demander de chercher à comprendre ses choix, d'avoir le courage de les vivre, d'agir comme il pense et de penser comme il agit. Et donc de gérer sa liberté. Donc vous voyez, petit à petit, l'autorité qui était impérative devient un peu moins à l'adolescence, et puis elle devient plus explicative avec la jeunesse. Et je voudrais faire un petit développement sur les expressions de l'affection. Juste quelques flashs. Vous connaissez les 5 langages de l'amour, ça a été très souvent développé. Les câlins. Sur ce sujet, tous les enfants ont besoin de câlins. Il ne faut pas dire que certains en ont besoin et d'autres non. Tous les enfants en ont besoin. Il faut que les parents arrivent à gérer, voilà. Et le plus grand bonheur de l'enfant, là vous verrez peut-être les rires les plus profonds, c'est lorsqu'il fait des câlins aux 2 parents en même temps. Lorsqu'il est sur les genoux de ses 2 parents en même temps. Parce qu'il y a cette cohésion des parents et qu'il est dans cette cohésion. Il est uni à cette cohésion. C'est une joie immense pour l'enfant. Et il ne faut pas hésiter, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, prendre l'enfant et de l'amener sur ses genoux pour l'obliger en quelque sorte doucement, s'il résiste un peu, inutile, mais sentir quand c'est le moment, ne pas hésiter à l'amener à faire encore un câlin jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Beaucoup d'enfants manquent de câlins et n'osent plus le demander à cet âge-là. Vous voyez bien, si l'enfant refuse, c'est qu'il a son content. Vous voyez ? Mais n'hésitez pas à proposer vous-même les câlins. Vous voyez ? Surtout quand il a été beaucoup grondé dans la journée. Ou quand il y a des phases où il est particulièrement grondé, repris, etc. Parce que l'enfant fait ce raccourci que lorsqu'il est grondé, il est un bon à rien. Il est mésestimé par ses parents et il se regarde à travers le regard de ses parents et il pense que ses parents ne l'aiment plus et ne l'estiment plus. Donc il faut rétablir cette estime de lui par le câlin. Les autres expressions, il y a les encouragements ou les paroles valorisantes. Je pense qu'elles sont plutôt destinées aux flegmatiques, mais elles peuvent concerner tous les enfants. Et surtout les enfants qui ont des difficultés, les enfants qui doutent d'eux. Et surtout au moment de l'adolescence. Même si vos enfants sont difficiles, etc., trouvez les moments où vous les encouragez. L'encouragement permet aussi à l'adulte de donner à l'enfant un regard sur lui-même à long terme. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il a il fonctionne par à-coups, il a une bonne note ou il a bien fait, il fait plaisir à ses parents, il est content. Puis dès qu'on arrive à aller à l'inverse, une mauvaise note, etc., tout s'effondre. Vous voyez ? Donc lui, par l'encouragement, lui donner la notion du long terme, c'est-à-dire lui dire bon, tu as bien fait, il se peut que la prochaine fois, la note soit pas équivalente. Mais c'est pas grave parce que d'avoir fait l'effort, les notes suivantes, si tu persévères, les notes suivantes se monteront encore. Donc lui donner l'encouragement à long terme, vous l'aider à maintenir l'effort ou à maintenir l'effort sur lui-même.
Les cadeaux, je pense que les cadeaux sont plus destinés aux mélancoliques. Les services rendus qui correspondent plus au bilieux et les moments de qualité qui me paraissent plus correspondre au sanguin. Voilà, pour vous donner quelques indications qui pourraient peut-être vous aider pour, utiliser ces langages de l'amour selon vos enfants. Je reviens sur les encouragements, je voulais dire tout de même quelque chose, c'est que dans l'encouragement, il faut modérer son vocabulaire. C'est-à-dire que si, il faut soutenir l'enfant, il ne faut pas le survaloriser. Si tu persévères, tu auras de nouvelles victoires, un meilleur comportement. Vous voyez? Et ce qui peut beaucoup aider pour l'encouragement aussi, c'est l'examen de conscience du soir. C'est une grande aide. Ça replace l'enfant, et tout adulte, toute personne, dans l'exacte place à laquelle il doit être par rapport à lui-même et par rapport à Dieu. Ce qu'en fait, quand vous faites le point tout haut pour vos enfants de ce qui n'a pas été bien fait, des péchés qui ont été commis, des fautes, des erreurs, etc. Je trouve qu'il est bon de dire aussi les choses bonnes qui ont été faites. Comme ça, l'enfant voit qu'il y a du bon et du moins bon en lui, et qu'il est les deux. Et autre point que je voulais développer, dire que l'affection n'est pas une adulation. Par exemple, je ne pense pas que ce soit une bonne chose au-delà de l'âge de 2 ans, de parler à son enfant en disant: «Mon chou d'amour, mon bébé adoré, mon bébé chéri». Ce sont des langages, je pense qu'il faut savoir passer ces langages-là, parce que, ils détournent l'affection de son véritable but. Le but de l'affection, bien sûr qu'il est d'un rapport entre 2 personnes, mais il vise une troisième personne, qui est Dieu. Alors que si vous adulez votre enfant, il va s'arrêter à l'enfant, revenir à vous. Vous voyez, c'est un échange qui est beaucoup moins productif. Et surtout, il va créer une sorte de frustration chez l'enfant vers 5-6 ans, parce que, il y aura plus les mêmes rapports, ou il y aura une naissance qui va suivre, et l'enfant se retrouvera plus du tout dans la même posture, adulé par ses parents, le petit chouchou merveilleux, etc. Voilà, donc il faut il faut apprendre à tempérer, à modérer son langage, même dans les expressions de l'affection. Il faut que les gestes vis-à-vis de l'enfant soient des gestes de tendresse et pas de passion. On n'est pas fusionnel avec son enfant. Voilà, ce sont des termes qu'on entend, etc. Voilà, ce ne sont pas des termes appropriés, ce ne sont pas des idées même que vous devez avoir ce ne sont pas des idées appropriées vis-à-vis de l'enfant. Voilà les quelques développements, que je souhaitais faire vis-à-vis du couple, vis-à-vis de l'éducation des enfants, et maintenant je vais traiter de l'unité dans le couple. Alors, la famille pourrait se comparer à un carrosse tiré par 2 chevaux. Alors vous savez que quand un carrosse est tiré par 2 chevaux, ils sont supposés avancer au même rythme, au même pas, et surtout s'aligner l'un sur l'autre. C'est-à-dire antérieur gauche sur antérieur gauche, antérieur droit sur antérieur droit. Parce que si les directions sont différentes, ça casse les haubans et ça plante le carrosse, donc les enfants n'avancent plus. Et si les 2 marchent dans des allures différentes, c'est une telle cacophonie, c'est tellement chaotique que les enfants ne désirent qu'une chose, c'est descendre du carrosse. Dire les parents: «Merci pour l'exemple et pour la vie que nous avons menée. Je vais voir ailleurs s'il n'y a pas mieux». Et l'Écriture nous donne 2 grandes leçons. Je vais partir de la Genèse, qui est un grand classique, mais je vais essayer de la détailler. Dans la Genèse, on a une femme pure, droite, aimant Dieu, qui a, toutes les vertus d'une bonne épouse, et qui se laisse aborder par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui lui fait: «Ps, ps, 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 par ici, j'ai quelque chose à te dire». Et donc, qu'est-ce qui suscite cet échange? C'est qu'elle est curieuse, une idée nouvelle, une personne nouvelle, une tendance nouvelle, une mode nouvelle. C'est la curiosité qui lui fait parler au premier venu. Donc elle manque de réserve, elle manque de pudeur, elle manque de prudence. Il y a un magnétiseur extraordinaire dont j'ai entendu parler. Il guérit tout ce qui touche. Ah, j'y vais tout de suite. Vous voyez, la curiosité féminine. Ensuite, elle argumente sur une proposition interdite. Pourtant, ils étaient bien d'accord avec Adam qu'on ne devait pas manger du fruit défendu. Il y a un règlement intérieur dans le foyer.
n'a pas respecté le règlement intérieur. Elle n'a pas demandé non plus à Adam si elle pouvait avoir l'autorisation de discuter avec ce ver de verre qui circule dans l'arbre de vie. Et donc elle consomme l'interdiction, sans demander à son mari, sans en parler avant à son mari. Ni conseil, ni échange. Elle entreprend ensuite de convaincre son mari, puisqu'elle a bravé l'interdiction. Parce qu'elle a forcément raison, puisqu'elle l'a bravé. Et donc elle est indépendante, et elle refuse la soumission. Et elle pousse le mari au péché. Et lui, cette grande nouille, qu'est-ce qu'il fait? Il demande même pas qui est ce persifleur-là. S'il est légitime, quelle autorité il a, de quel droit il lui parle? Qui est-il? Il reproche pas à sa femme ses fréquentations douteuses, ses occupations futiles. Est-ce qu'il pèse la valeur de l'acte qu'elle pose et de l'acte que lui va accomplir? Est-ce qu'à ce moment-là, il se dit quelle va être ma responsabilité? Il se laisse conduire comme un toutou, sans réfléchir, en abdiquant son autorité et sa responsabilité. Et puis ça se conclut encore mieux. Quand Dieu lui demande des comptes avec un immense sens de l'honneur, que fait-il? Non seulement il dit qu'il n'est pas responsable, mais en plus il dit c'est pas moi, c'est elle. Merveilleux, magnifique. Et quand Dieu commence à froncer le sourcil, ouh là là, on rentre chez soi et ça a dû chauffer dans la chaumière. C'est ta faute! Fallait pas que tu manges le fruit, mais non c'est toi, qu'est-ce que tu parlais? Tu m'en ai pas parlé, etc. Typiquement ce qui se passe dans les ménages. L'harmonie, le désordre a créé la dispute et la stérilité. Les punitions. Maintenant, deuxième leçon. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ton pain, c'est ta vie. Dieu donne ici la vraie valeur du travail, sur le plan naturel et sur le plan surnaturel. C'est le travail, c'est l'effort, c'est la peine qui va donner tout son mérite. Et la femme, tu enfanteras dans la douleur. Ça ne veut pas dire simplement tu mettras des enfants au monde, tu mettras au monde des adultes. Tu bâtiras des adultes dans la peine, l'effort, la persévérance, les larmes et l'épuisement. Donc les mamans, il y a des périodes où presque tous les jours, il y a des cris, des larmes et un épuisement. C'est bon signe. C'est bon signe. Je félicite les mamans qui sont là-dedans. Alors, dans la colère, pas tellement. Il y a de saintes colères, mais la plupart du temps, lorsqu'elles se mettent en colère, c'est qu'elles ont perdu l'autorité. La colère, c'est souvent un constat d'échec. Elles ne vont pas frapper comme les hommes aussi facilement, et donc elles vont crier. Elles vont pleurer. Elles vont pleurer souvent le soir. Mais le soir, elles pleurent souvent dans les reproches. Tu aurais dû faire ça, tu aurais dû me soutenir, tu aurais pu faire ça, etc. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut pleurer. Il faut pleurer dans les bras de son mari. Il faut pleurer dans les bras de son mari. Et il faut pleurer, parce qu'il faut expurger toute cette difficulté de l'éducation. Et cette mère-là, elle est épuisée. Et elle doit se coucher tôt. Et le bon Dieu a béni ses larmes. Il a béni cette persévérance qui doit être tous les soirs pendant certains mois, pendant certaines années. Et si les mères de famille maintiennent ces peines, ces larmes et cette persévérance, elles obtiendront de très beaux adultes. Parce que l'adulte, l'enfant qui devient adulte, se cueille dans les larmes. Éventuellement dans les prières de nuit. Donc ne pensez pas que vous êtes seul, ne pensez pas que vos enfants sont particulièrement plus difficiles que les autres, etc. C'est toujours comme ça. Et vous voyez, la plus grande peine qu'Adam et Ève aient eue, selon moi, bien sûr, c'est leur châtiment respectif, mais la plus grande peine qu'ils aient eue, c'est dans leurs enfants. Ils ont perdu leurs 2 enfants. Ils ont perdu Abel, qui a été tué. Ils ont perdu Caïn, parce qu'ils ont un meurtrier comme enfant, un fratricide, qui traîne son meurtre toute sa vie. Quelle punition affreuse. Ils sont punis dans leurs enfants. Voilà, c'est la leçon des volontés qui se séparent. On n'a pas respecté l'ordre voulu par Dieu. Quelles ont été les fautes de la femme? Eh bien, ce sont les mêmes qu'on retrouve toujours et que toutes les femmes rencontrent, parce que c'est l'épreuve que connaît la femme. C'est la curiosité, l'indépendance et l'insoumission. Et quelles sont les fautes de l'homme?
le manque de vigilance et l'abandon de son pouvoir décisionnel, un peu par lâcheté, un peu par égoïsme. Et c'est pourquoi saint Paul dit aux femmes: «Femmes, soyez soumises à vos maris», ce qui se paraît si choquant en fait. Mais cette soumission, c'est une soumission d'amour. J'essaierai d'y revenir. Et les hommes, il leur dit: «Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église», jusqu'à vous vider de force pour elle, pour la soutenir. Et donc quand le mari rentre à la maison, il a travaillé toute la journée, il est fatigué, nerveusement, physiquement il est fatigué. Mais la mère aussi a travaillé toute la journée pour éduquer les enfants, pour tenir la maison, etc. Ils sont fatigués tous les deux. Donc le soir, ils prennent en charge tous les deux les enfants. Ils partagent les charges. Il faut pas qu'il y en ait un qui s'appuie tout le temps sur l'autre. Il faut se partager les charges. Et les charges ne sont pas toujours les mêmes selon les âges des enfants. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et ça, c'est un échange intime dans le ménage. Pour vouloir marcher d'un même pas et dans la même direction, il faut 2 choses. Il faut le pouvoir, il faut le vouloir. Pour le pouvoir, l'abbé de Lagneau a écrit un petit livre. L'abbé de Lagneau, qui est la fraternité Saint-Pédis, qui est au centre de la France, a écrit Le devoir de s'asseoir, qui peut aider beaucoup, dans lequel il recommande, si vous voulez, aux parents de se donner des temps tous les deux pour se ressourcer, pour parler ensemble d'eux-mêmes, de leurs enfants, de la vie et pour rire ensemble simplement. Et puis il faut le vouloir, il faut le mettre en œuvre avec courage. Hem, voilà, donc les enfants dans le couple qui n'est pas d'accord et qui se disputent, eh bien les enfants vont des périodes difficiles que je vais essayer de développer. Parce lorsque les parents se disputent souvent, ils voient la vie maritale comme un champ de guerre. Parce que le modèle du père, hein, de tout père pour un enfant, c'est son père. Le modèle de toute mère pour un enfant, c'est sa mère. Donc dans le petit âge, comment sont les enfants dans ces cas-là? Eh bien les enfants sont parfois, même souvent, tristes et anxieux. Il y a souvent une démotivation pour le travail et même pour les jeux. Et très souvent, vous observerez, les enfants vous écoutent, ils vous espionnent. Parce qu'ils craignent les tensions. Donc ils sont dans cette tension eux-mêmes d'écoute. Ce sont des petits codes de lecture pour vous aider à vous ressaisir et en regardant vos enfants, à vous dire: «Il faut que je remette, voilà, le carrosse avec le bon duo de chevaux». À partir de 7-8 ans, on a les tempéraments qui commencent à se distinguer et on peut dire qu'on a 2 tempéraments qui se distinguent. On a les intrépides et les anxieux. Que vont faire les intrépides dans ces situations-là? Mais ils copient leurs parents, ils font des caprices, ils piquent des colères et ils font du chantage auprès de leurs parents. Ils deviennent les tyrans de leurs parents. Et puis vous avez les anxieux qui, eux, veulent se protéger, se renferment, se mettent à mentir, deviennent dissimulateurs, parfois voleurs aussi de petites choses, hein, de la maison, etc., qui n'ont plus tout à fait confiance en vous. Ils ne s'ouvrent plus tout à fait à leurs parents. Et ensuite, pendant la crise d'adolescence, on a des crises d'adolescence carabinées, parce que le jeune ne trouve de répit nulle part. Il ne trouve pas de répit avec lui-même, parce que c'est une période de difficulté profonde. Il ne trouve pas de répit dans sa famille, et donc il va chercher ailleurs, à l'extérieur, et rarement vers le bien. Et enfin, quatrièmement, à un stade un peu plus avancé, les filles vont se mettre à bouder. Elles vont rejeter leur père, parce qu'elles estiment que leur mère est malheureuse à cause de leur père. Et elles vont avoir une approche du mariage qui va être plus facilement celle de la fuite ou mal choisir leur mari en fonction de ce qu'elles ont vu. Et les garçons, eux, vont avoir peur de la responsabilité de fonder une famille. Surtout, je dirais, quand la mère devient, indiscrète et envahissante avec le garçon. Il va se mettre à fuir les filles et ça peut aller très loin, si vous comprenez. Donc, vous voyez, il y a ces 4 étapes selon les âges. Alors, on n'arrive pas souvent. Bon, c'est aussi lié à l'âge. Hein. Ce sont des étapes qui sont aussi liées à l'âge. Mais ces phénomènes que l'on rencontre sont accentués par la dissension des parents, qui crée un malaise chez l'enfant. Voilà. Et enfin, je voudrais vous parler du lien entre les parents et l'école.
Tous les parents veulent le mieux pour leur enfant. Et pour cela, ils cherchent de l'aide dans l'institution scolaire, qui a quasiment existé de tous les temps, qui a existé déjà dans l'Antiquité. Il n'y a que les barbares qui ne mettaient pas en place les écoles. Et et les parents donc cherchent des compétences, une capacité à la sociabilisation, la confrontation, sans la protection parentale. J'ai découvert il y a peu de temps une vidéo sur l'école Beau Soleil. C'est une école qui est en Suisse. Je pense qu'elle offre un collège et un lycée, c'est un pensionnat. C'est une école d'excellence pour les enfants de diplomates, de chefs d'État, de grands industriels, d'ambassadeurs, qui a pour but donc de former une élite. Très souvent, ce sont des enfants qui ne sont pas très faciles et que pour lesquels les parents ont de l'ambition, et donc on les met en pension en Suisse, en pleine montagne, etc. Voilà. Le but, c'est de former les futurs membres de Davos de 2035. Ils ont des professeurs de haut niveau, très exigeants, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Ils sont en pensionnat. Au pensionnat, il y a des matrones qui contrôlent les armoires, qui fouillent dans les armoires, que ce soit bien rangé. Dans les bureaux, qu'il n'y ait pas de cigarettes ou de drogue. Les horaires sont très stricts. Les levers sont immédiats. Elles rentrent dans la chambre, elles allument, on doit se lever. Les couchers sont à heure très fixe, à 10 heures, sauf pour les terminales. Et il y a des heures pour les usages des ordinateurs. Les chambres sont partagées, ces petites chambres partagées, pour des enfants de riches. Les jeunes filles doivent avoir toujours les cheveux attachés. Et les garçons sont la plupart du temps en costume cravate. Et c'est une école de païens. C'est juste une école de païens. Et on organise plusieurs fois dans l'année des marches en montagne, épuisantes. On exige qu'ils aillent jusqu'au bout, minimum 1000 mètres de dénivelé. Et les enfants arrivent parfois à des heures d'intervalle, mais ils sont tellement heureux d'être arrivés. À la fin, il y a une bonne collation, ils sont récompensés, et il y a tout ce qu'il faut. Et pour ce qui est des loisirs, parce qu'on les lâche, un petit peu dans la période scolaire, il y a des limites géographiques dans le village dans lequel se trouve le collège, avec des caméras. On n'a pas le droit de passer tel magasin. Et on n'a pas le droit d'entrer dans certains magasins. Pour ce qui est des activités périscolaires, il leur est proposé de la musique et du dessin, de la peinture comme ils veulent, mais sans véritable suivi à long terme. Eh bien, je vous dis, nos écoles sont bien meilleures. Bien meilleures que cette école de Davos. Parce que nous avons les mêmes exigences, mais en plus, nous avons ce supplément d'âme. Ce plus qui fait qu'on va tirer l'homme non seulement vers ce qu'il a de meilleur, mais vers Dieu, vers ce qu'il a de plus beau, de plus vrai, de plus grand. Ces gens feront surtout certainement des choses puissantes, mais pas forcément bonnes et belles. Nos enfants, eux, seront préparés à faire des choses grandes et belles. Eux, ce seront des hommes pas forcément de bien, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et très souvent, avec des personnes responsables, ruine de la société. Ne cherchent ni véritablement le bien, ni véritablement de l'honneur, ni véritablement la conscience. Vos enfants, dans les écoles hors contrat, reçoivent non seulement de vraies compétences, mais dans le bien, dans l'honneur et dans la conscience. Alors, l'école agit par délégation de compétences. C'est une institution qui, avec le nombre et les différences, vise au bien commun. Et elle propose donc un projet éducatif dont les familles sont proches. C'est pourquoi il faut beaucoup parler avant, quand les enfants rentrent, il faut qu'il y ait un échange développé entre le directeur et les parents. Et souvent, ce projet éducatif, il se fait dans le combat pour aider l'enfant, mais dans la foi. C'est un contrat de confiance. Et les parents doivent avoir conscience que c'est un contrat de confiance. Je vous ai parlé de l'impact des dissensions des parents sur l'enfant. Eh bien, on va retrouver cet impact fort sur l'élève lorsqu'il y a une dissension entre les professeurs et les parents. Si l'enfant sent cette délégation, cette confiance, il va se laisser guider comme dans sa famille. L'école sera une sorte de deuxième repère. Sinon, l'enfant sera sur la défensive.
Il va très vite penser que le professeur lui en veut s'il a simplement une mauvaise note. Et alors s'il y a plusieurs mauvaises notes, il est martyrisé par le professeur. Il va devenir fourbe, il va utiliser un double langage entre ce qu'il dit à l'enseignant et ce qu'il dit aux parents. Il va se mettre à mentir, il va tricher, il ne sera pas épanoui, il ne s'acceptera pas tel qu'il est. Si le parent n'est pas d'accord, donc le parent doit montrer au maximum son accord avec l'école. S'il n'est pas d'accord avec une pratique ou avec une note ou quelque chose, il n'en parle pas à l'enfant. Il ne doit pas en parler à l'enfant. Il en parle à l'enseignant. S'il voit une faute, une erreur de l'enseignant sur le cahier ou sur une méthode, etc., il la couvre. Il la couvre et il va en parler à l'enseignant. Et il faut qu'il comprenne que l'enseignant puisse avoir pour le bien commun des méthodes qui sont meilleures pour l'ensemble des élèves et un peu moins appropriées à son enfant. Et l'enfant compensera, c'est extraordinaire, je l'ai vu plusieurs fois, l'enfant peut même compenser une année entière. L'enfant compensera. Si le parent est derrière, le soutient, l'enfant compensera. C'est plein d'espoir un enfant. Il y a des ressources que l'adulte n'a plus forcément. Si l'élève a une forte sanction, du type un renvoi, ne serait-ce qu'un renvoi temporaire, il est bon d'en discuter avec le directeur. Il est bon que les parents en discutent, comprennent pourquoi, etc. Parce qu'il faudra qu'il le fasse, je vais loin, hein, il faudra qu'il le fasse accepter à l'enfant. Il faut qu'il l'accepte même et qu'il le fasse accepter à l'enfant. Et on y gagne énormément. D'abord parce que l'enfant se corrige plus vite. Parce que, si vous voulez, un manque à la règle de l'établissement, une insolence grave, une détérioration grave ou quelque chose comme ça, c'est sanctionné à peu de frais. Un renvoi de 2 jours, par exemple, c'est peu de choses. S'il n'a pas lieu, parce que là, si c'est bien accepté, l'enfant va se ressaisir. Il va se dire, là, il y a une gravité de mon acte, je le pose. Et peu importe l'humiliation. J'ai toujours eu un faible pour les enfants qui avaient été renvoyés 1 fois. 2, 3 fois, c'est différent, mais 1 fois. Souvent, c'est des tempéraments qu'il a fallu, vous savez, comme les chevaux qu'il faut tenir avec des rênes un peu fortes. Voilà. Mais souvent, ce sont des chevaux qui ont des ressources, mais qu'il faut savoir canaliser. Mais si le parent couvre l'enfant, le problème est reporté. Et le problème est entretenu chez l'enfant. Et cela reviendra forcément. Ça reviendra dans la vie conjugale, dans la vie de travail. Que fera l'enfant? Il fera la même chose. Il partira. Si vous retirez votre enfant parce qu'il est renvoyé, l'enfant partira. Il n'affrontera plus les difficultés. Il n'assumera plus les difficultés jusque dans leur plus ou moins grande humiliation. Et s'il y a une injustice, eh bien, je vais vous choquer encore. C'est encore plus profitable. Je vais vous donner un exemple. Je connaissais le cas d'une enfant en CM2 qui avait été sanctionnée d'un renvoi temporaire alors qu'elle n'avait été que complice. Elle avait fait passer un papier qui n'avait pas été rédigé par elle. La mère de famille a rencontré la directrice. Elle a dit l'état des choses. Donc que l'enfant n'était que complice, qu'elle n'avait pas rédigé le papier, sans dénoncer la personne qui avait été rédigée, qui avait rédigé l'enfant qui avait rédigé le papier. Et elle a dit qu'elle acceptait la sanction pour toutes les autres erreurs que l'enfant avait commises et qui n'avaient certainement pas été vues ou pas sanctionnées. Il s'est établi un rapport de confiance entre le parent et l'enfant, dont le parent me parlait, entre le parent et le directeur et l'enseignant, dont le parent me parlait. Et une forte estime du directeur pour le parent et un très grand bien-être de l'enfant. L'enfant a progressé d'une manière incroyable. Vous voyez ? Donc, parents qui voyaient les autres enfants renvoyés, ne jugez pas. Ne jugez pas. Enfants qui voyaient les autres enfants renvoyés, ne vous moquez pas. Souvent, ce sont de bonnes choses. Une forte sanction dans l'enfance a souvent un très grand fruit. Voilà, c'est l'apprentissage du bien commun et de la règle.